bonsoir. Salut Myriam. Je suis avec mes consoeurs. Le 4 Dalton. C'est 4 Dalton? Non, ils étaient que 3. Ils étaient combien? Non, non. Ils étaient 4? Non, ils sont bien 4. Ah, Ils bon, sont 4. Mais on va pas les énoncer quand même. Donc, mais enfin, c'est mes consoeurs parce que pour moi, elles sont pareilles que moi. Elles ont le même intérêt allez, que qui c'est qui moi. fait Joe Donc nous sommes là pour notre nouvelle émission. Voilà. Et nous allons recevoir à nouveau notre belle, très belle Isabelle. Ça rime. Vous avez vu comment ça rime? Elle est accrochée celle-là. Belle Isabelle. On la connaît Bonsoir, déjà, celle-là. Myriam. Bonsoir, comment vas-tu, ma chérie? Très bien. Qui est ton invité? Je vais te demander. Non, ils s'en vont. Qui est ton invité? Bon, il va falloir se calmer là. On n'y arrive pas. Donc, mon invité ce soir est Myriam Nandedeu, de la présidente de l'association Les Petits Doudous. Bonsoir. Myriam. J'ai eu peur. Elle avait le même prénom que moi. J'ai eu peur. Tu as cru que j'allais t'interviewer, Myriam? J'ai eu peur. Ah, mais tu vas y passer. Bientôt. Tu ce peux sera redonner ton le nom de tour. l'asso parce que du coup, dans les fourrures, j'ai rien compris. Donc, c'est l'association Les Petits Doudous. D'accord. Bonsoir, Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir, Myriam. Donc, vous êtes présidente de l'association. Oui. Quelle est votre profession? Alors, moi, je suis infirmière anesthésiste au bloc La Péronie, au CHU de Montpellier. Du micro. Merci. Chef Natia parle. Ouais, je suis Donc. payée pour ça, de toute façon. On va dire, David, rapprochez-vous du micro. Oui, c'est bon? Non, je rigole. T'as fini? Vas-y, Tu peux vas-y. parler. Parle, Donc, cette Isabelle. association a été créée au niveau national. Oui. Les pionniers a été le CHU de Reims, je De crois. Rennes. De Rennes. D'accord, Tout à fait. excusez-moi. Depuis quand existe l'association de Montpellier? Alors, à Montpellier, nous avons créé l'association Les Petits Doudous depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, suite justement à la création de plusieurs associations, on a d'autres hôpitaux qui ont montré leur efficacité. Du coup, on a décidé de suivre leurs traces. Combien d'associations à ce jour au niveau Je ne saurais pas vous dire, franchement, je ne saurais pas vous dire. cinquantaine, Une je crois que cinquantaine, j'ai il me vu, semble oui, bien, oui, c'est tout à fait. Donc, pouvez-vous nous présenter l'association Les Petits Doudous? Alors, en quoi elle consiste? Au niveau du CHU de Montpellier, donc l'association est uniquement composée de personnel soignant, des aides-soignants, des infirmiers anesthésistes et des médecins anesthésistes. Le but, c'est vraiment de diminuer l'angoisse et le stress des enfants qui viennent au bloc opératoire subir une intervention chirurgicale. L'hospitalisation de l'enfant accompagné de sa famille, c'est toujours un moment un peu traumatisant, rempli de stress, d'angoisse. Et en fait, le but, c'est vraiment de diminuer ça pour améliorer, optimiser la prise en charge de l'enfant, la qualité des soins et favoriser une récupération, une réhabilitation beaucoup plus rapide en fait. Donc, pouvez-vous nous dire les différentes actions pour diminuer tout ce stress? Alors en fait, on a déjà identifié différents moments qui étaient vraiment générateurs de stress. Il y a déjà l'arrivée au bloc opératoire de l'enfant, de sa famille, la séparation de l'enfant et des parents. Ensuite, l'arrivée en salle d'opération et enfin l'arrivée en salle de réveil et le réveil de l'enfant. Donc, pour pallier à tous ces moments de stress, d'angoisse, on a mis en place plusieurs choses. D'abord, l'utilisation de la musique dans le sas d'accueil, en salle de réveil, même en salle d'opération. Maintenant, on essaye de faire choisir à l'enfant un morceau aimé, préféré, etc. pour qu'il s'endorme avec quelque chose de connu, quelque chose qui le détende et qui lui fasse passer un bon moment, entre guillemets, si tant on peut qu'on puisse parler de bons moments à ce moment-là. Ensuite, on a fait l'acquisition de tablettes tactiles avec des jeux, des dessins animés, des DVD, qui s'appelle etc. Le héros, c'est toi. Voilà, à travers une tablette, je crois. Tout à fait. Donc, on a développé, plutôt c'est Rennes au départ qui a développé une application téléchargeable sur les tablettes qui s'appelle Le héros, c'est toi. En fait, l'enfant peut choisir un avatar, il s'identifie à cet avatar et il peut ainsi parcourir toutes les étapes de son parcours de soins à travers ce jeu, cette application. Voilà, ça lui explique un peu tout ce qui va se passer au fur et à mesure de son arrivée à l'hôpital jusqu'à la sortie du bloc opératoire.
Voilà. Et pour le départ au bloc, vous avez fait l'acquisition de voiturettes électriques. Tout à fait. Offerte On a eu par, la chance. Louis-Nicolas. Ouais. Et on a eu la chance vraiment tout à fait, de nous voir offrir toutes ces voitures électriques. On les rêvait. En fait, on n'avait pas trop le budget pour les acquérir. Et elles sont arrivées un peu comme par magie avant Noël. Donc le président Nicolin avec monsieur Paul Lannes, qui est un footballeur du club. De foot. Voilà. Ils sont venus nous offrir toutes ces voitures et depuis, je vous avoue que c'est génial. Ah oui, les là, enfants, ça doit être pour les enfants, ils doivent partir au bloc c'est contents ça. en fait. Le sourire jusque-là. Voilà. Et puis pour la sans séparation stress. avec les parents, ça Tout passe à fait. peut-être mieux aussi. Alors ça dépend de quel point de vue, parce que du coup, ils calculent plus du tout les parents. les parents, C'est les parents qui vexés. Voilà, mais c'est plutôt rassurant pour eux de les voir partir avec un sourire. Voilà, en tout cas, voilà. ça fonctionne. Quoi. Tout C'est à génial. fait, tout à fait. Ah, c'est super bien. Voilà. Donc vous avez aussi, je crois, mis en place lors de la consultation avec l'anesthésiste la remise d'un kit de gommettes, pour décorer leur masque. C'est ça, et pour pouvoir dédramatiser un petit peu ce moment où l'enfant va être amené à devoir respirer dans ce masque pour être endormi. Voilà, les gaz d'anesthésie sentent pas très bon, donc du coup, pour dédramatiser un petit peu ce moment, on leur donne le masque avant, la planche de gommettes, et c'est à eux de personnaliser un petit peu le masque. Si possible, il faut le ramener le jour de l'intervention, Oui, mais s'il est mieux. oublié, c'est pas très grave, voilà, parce que forcément on en a plein, mais ils seront pas décorés ceux-là. Voilà. Donc dans les actions que vous menez, il y a une action principale qui est le recyclage du matériel. Alors, Vous en pouvez fait, nous expliquer? quand on a créé notre association, pour trouver des moyens et Ce qui vous acquérir permet des de moyens, financer tout à aussi. fait, il faut un peu d'argent. Et donc, on a suivi les modèles bretons qui consistaient à recycler, mieux trier nos déchets et faire revaloriser ce qui pouvait l'être. En l'occurrence, ce sont tous les objets métalliques que l'on jette au quotidien. Voilà, ce sont des objets en inox, en cuivre. Il y a du titane sur le matériel explanté qu'on peut récupérer. Donc tout ça, c'est des déchets en moins évacués par le CHU. Donc ils récupèrent un petit peu d'argent là-dessus. Et puis on a passé un partenariat avec une convention avec un partenaire qui reverse l'argent de la revalorisation au CHU, qui s'est engagé à nous en verser une partie. Est-ce qu'il vous permet de financer l'achat de doudous? L'achat de doudous, en partie les tablettes, mais c'est vrai que ça rapporte pas suffisamment pour pouvoir financer complètement tous les projets que l'on a en tête. Donc, on fait appel à toutes les bonnes volontés. Voilà. Mais petit à petit, on arrive quand même à mener nos projets à bien, donc c'est bien. Vous avez des partenariats avec des entreprises? Alors, on a passé une convention avec la société BioViva, qui est une société montpelliéraine qui crée des jeux avec du matériel recyclé. Ce sont des jeux éducatifs, des cartes de jeux principalement. Donc, on peut en offrir à certains enfants en salle de réveil, et d'un pour les faire patienter, de deux pour les récompenser, entre guillemets, d'avoir été très courageux le jour de l'opération. Voilà. Et ensuite, Moulin Rôti, une entreprise qui fabrique, pareil, française, qui fabrique tous les doudous des associations Petits Doudous. Pour les plus jeunes, on a ces peluches-là qu'on peut offrir aussi en salle de réveil. Donc le logo qu'on va voir défiler et les 3 doudous, bleu, rose et vert. Voilà. Quel est l'objectif, l'objectif principal de votre association, et quels sont vos projets pour 2019? Alors, donc, les objectifs, c'est toujours de diminuer le stress et l'angoisse de ces enfants qui viennent subir une intervention chirurgicale. Et le plus gros projet qu'on veuille mener à bien pour ce début d'année, ça va être de mettre en place vraiment la musicothérapie, mais officiellement, c'est à savoir utiliser une application qui s'appelle aussi Music Care, qui a été conçue pour les gens à l'hôpital, pas uniquement que pour les enfants, mais ça marche super bien. Voilà, ça a un coût, on veut télécharger ça sur des tablettes et pour pouvoir l'utiliser chez les tout petits, pour créer une espèce d'ambiance un peu cocooning sur les soins les plus douloureux, et ensuite pour les adolescents,
Et à quel moment vous voulez l'utiliser, par exemple, avant le départ au bloc, en salle de réveil? Ça peut être utilisé avant le départ au bloc, effectivement, pour mettre l'enfant dans un état un petit peu hypnotique, pour avoir un lâcher-prise et pour vraiment l'isoler au moyen de casques comme ça, de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va pouvoir se passer autour de lui. Et aussi peut-être en salle de réveil. Parce qu'en salle de réveil, c'est une salle commune, donc on peut être amené d'être à côté d'enfants plus ou moins confortables, plus ou moins douloureux, plus ou moins stressés, donc avec des pleurs, etc. Et donc pour les enfants qui voudraient s'isoler pour justement retrouver ce moyen de détente, pouvoir leur offrir la possibilité d'écouter de la musique créée spécialement pour les patients. Voilà, c'est des morceaux de musique que l'on ne retrouve pas je sais pas comment on dit, sur le marché du grand public, en fait. Ce sont vraiment des morceaux créés spécialement pour permettre aux gens de lâcher prise et de se retrouver dans un état vraiment de relaxation, de détente maximum et de confort pour pouvoir éviter trop de médicaments, en fait, de médication, et tolérer certains actes et certaines interventions chirurgicales. Okay. Voilà. Avez-vous une anecdote ou un souvenir marquant depuis que vous êtes présidente de l'association? Moi, je retiens juste, depuis qu'on a eu ces voitures électriques, vraiment le regard de ces enfants quand ils arrivent au bloc et qu'ils voient l'engin. Normalement, l'anesthésiste leur a déjà, en fonction des âges, puisque c'est jusqu'à 30 kilos, donc tout le monde, il faut être capable de conduire tout seul et de se débrouiller un peu tout seul dans cette voiture. Donc les anesthésistes présentent le projet aux enfants en consultation d'anesthésie. Et c'est vrai que quand ils arrivent là et qu'ils voient la voiture garée et qu'on voit ces sourires-là, ça vaut tout l'or du monde, et les enfants partent détendus au bloc opératoire. Donc c'est génial. Et au fur et à mesure, en expliquant ce qui va se passer, en prenant le temps de faire les choses, ça se passe très très bien, en fait. Voilà. Je vous remercie d'être venu, Myriam. Merci de m'avoir reçu. Et de nous avoir présenté votre association. Merci beaucoup. Merci. Super, merci. C'était super. Alors aujourd'hui, je suis venue avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nati. Sinon, je ne suis pas toute seule, si tu veux. Non, il ne veut pas, nous. Je vais dire bonjour à mes copines. Juste à toi, En plus, on l'attend. Bonjour mesdames. On Bonjour. laisse tous les deux. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, Maxime. Qui es-tu? Non. Je sais qui tu es, Maxime. Tu sais qui il est? Je sais que tu es né à Besançon. Oui. Ok, super info. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est un bon départ. Et que tu vis à Montpellier. Elle est bien, sa Et casquette. que tu es auteur-compositeur. Sinon, et que Myriam... Oui. Ça t'intéresse pas ce qu'on dit? Mais si, ça m'intéresse, bien sûr. Elle est fan de sa casquette. Je disais que j'avais une belle casquette. Il a une belle casquette, donc je remarque sa casquette. Hein. C'est Ben oui, déjà c'est bien vrai. que je remarque quelque chose. C'est déjà pas mal. Alors, Maxime, tu es auteur-compositeur, Voilà. tu es né à Besançon et tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de tes projets Oui. musicaux. D'accord. Voilà. Voilà, c'est gentil de m'inviter, ça fait très plaisir d'être avec vous. Mes projets musicaux, oui, Oui. bien sûr, oui, tout à fait, on va en parler, oui, avec plaisir. Allez, allons-y. Hein. Parlons-en. Parlons-en. On commence par quoi? On commence par tes projets musicaux. Par mes projets musicaux. Mes projets musicaux, écoute, j'ai envie de dire que mes projets musicaux, ils sont pas... j'ai envie de profiter du plus possible, de partager ma musique avec les gens. C'est ça mon projet, en fait. Bon, c'est Ah. cool. Et C'est un beau concrète. projet. Voilà, c'est ça, de jouer, d'être sur scène Oui. et de me faire plaisir. Voilà, c'est ça mon projet, en fait. Ah ben c'est pas mal. Moi, Voilà. j'adhère complètement. Voilà. Alors, on va parler d'autres choses, alors. Hein, Si tu veux, ouais. De ce que tu veux, moi je... Oh là, attention. Y a pas de problème. Terrain glissant. La musique, La musique, c'est oui. ta passion? Oui, tout à fait, oui. Une de tes passions ou tu Ouais, en as j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres, bien sûr, mais bon, c'est vrai que la musique, c'est ma passion principale, ouais. D'accord. Ma passion principale, ouais. Alors, comment ça s'est passé? Comment tu es tombé là-dedans, dans cette passion? Bah écoute, c'est mes parents, en fait, qui avaient beaucoup de disques à la maison, Oui. et ils étaient des jeunes, et ils faisaient beaucoup la fête, et donc il y avait tout le temps de la musique.
Ma mère écoutait pas mal de chansons françaises. J'ai des souvenirs lorsqu'elle passait l'aspirateur. C'était France Gall, Michel Berger. Ça a bercé beaucoup mon enfance. Oui. Et puis mon père était un peu plus le côté américain, rebelle, rock'n'roll, Jim Morrison, les Rolling Stones et tout ça. Et à la maison, il y avait tous leurs copains. Et en fait, ils laissaient leurs disques souvent. Et donc j'ai hérité à peu près de 200 vinyles. Et puis après, moi j'ai commencé à mettre le nez dedans, les oreilles, j'ai écouté, puis j'ai adhéré à beaucoup de choses. Et puis du coup, petit à petit, j'ai voulu jouer de la guitare, chanter, m'accompagner. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Petit à petit, et c'est surtout qu'à 10 ans, t'écris ton premier morceau aussi. Oui, ça j'avais. Ouais, c'est une anecdote. J'en sais les choses. Hein. Ouais, c'est une anecdote. Ouais. Bien informé. T'es bien informé. Hein. Ah ben, il faut. Hein. Ouais, j'avais eu un cadeau de Noël, j'avais eu un petit orgue. Et puis, donc, du coup, je me suis mis à essayer de trouver une petite mélodie dessus. J'ai fait des paroles. Et puis, comme ça, en fait, j'ai réussi à me mettre. Être à la bonne avec la prof de musique qui était un peu peau de vache. Et c'était ma manière à moi de. D'ailleurs, j'ai eu un A de participation à l'époque. Ah. Ouais. Ah. Un A. Voilà. Et non, mais c'est vrai que du coup, non, mais c'est assez révélateur parce qu'effectivement, en fait, avec la musique, avec les sons, avec les mots, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît de travailler avec ça. Tu te rappelles un peu de ce que tu avais écrit Oui, je me rappelle, c'était sur la Chine. Moi, je sais pas pourquoi. Tu te rappelles, t'avais senti le coup venir ou... Alors, je me rappelle du début, c'était quand je pense à mon beau pays, la Chine. Oh là. Alors que je suis pas du tout chinois. Mais encore à 10 ans, encore une fois, c'est un petit peu le côté un petit peu schizophrénique, c'est peut-être un grand mot, mais d'un artiste ou d'un acteur ou d'un créateur qui va prendre un peu des vêtements, qui va rentrer dans d'autres dimensions, qui va entendre des voix, les retransmettre, et comme ça, on est porteur de ça quand on crée. Donc à 10 ans, tu t'es dit, quand je pense à mon pays, la Chine, voilà. j'ai écrit ça. Je sais pas, je devais avoir une leçon d'histoire sur. Il y avait l'histoire du fleuve jaune aussi, la couleur jaune aussi, voilà, tout ça. Voilà. D'accord. Et ensuite. Mais c'était vraiment nul comme morceau. Ah ouais. Bah ouais. À 10 ans, nous la chanter quand même. Ouais. Mais c'est ça, je voulais qu'il la chante. Ouais, ce serait bien. Tu veux pas? Non, je m'en souviens plus en fait. Et à côté de ça, au niveau de... T'es passionné aussi par le cinéma, il paraît. Ouais, je suis un passionné de cinéma aussi. Donc, tu sais qu'ici, on a une chroniqueuse qui s'occupe de la passion. Non, c'est toujours pas moi, arrêtez de me comprendre. Non, mais s'il y a une émission de cinéma, S'il y a une émission de cinéma, j'aimerais bien y participer. Tu si veux vous pas, cherchez des gens passionnés, des cinéphiles et tout, en fonction de. Ouais, tout moi, à je fait. veux bien. Voilà. Ah, ça va être chouette. Ben voilà, tu Et pourras revenir. d'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure, je vais jouer une chanson, là, dur de se quitter à ce point-là. C'est marrant parce que cette phrase, ça vient d'un de mes films préférés, Hôtel du Nord. C'est vraiment un cinéma que j'adore, le cinéma des années 30, 40, le cinéma français. Ouais. Et donc, du coup, ça rejoint. C'était une réplique, en fait. C'est une réplique, film, voilà, c'est une réplique et ça rejoint ce qu'on disait. On a plein de petites voix intérieures comme ça, et des fois, on enfile un costume, un N'est-ce pas, personnage. Myriam, hein? Là, c'était dur. Là. Ben non, les petites voix intérieures et tout, là, je croyais que t'allais réagir et... Bah oui, j'ai réagi un peu, mais bon, c'est quand lui la vedette. Non, mais là. je pense que c'est la pas casquette. grave. Vous pensez à la casquette, Non, c'est ça? plus du tout. Hein. Alors là, elles me connaissent et savent très bien que j'ai fini la casquette. Hein. C'est pas ça, c'est Je suis switché, vraiment ça. ailleurs hein, que la casquette. Non, Ouais. c'était Et d'ailleurs, intéressant. en parlant de cinéma, avant d'écrire des chansons, j'ai écrit des scénarios. D'accord. Ouais, je me suis amusé à écrire des scénarios. Et en fait, je me suis dit, ça va être beaucoup plus facile d'écrire des chansons parce que c'est beaucoup plus court. Oui. C'est plus court. Ouais. Et finalement, c'est différent, mais c'est pas plus facile parce que lorsqu'on écrit des chansons, on se rend compte que c'est quelque chose de très subtil quand même. Mhm. Et voilà, c'est un travail, c'est un art, quoi. C'est une cuisine qu'on travaille toute sa vie, quoi. Bah oui. Tu fais du blues aussi, Maxime? Oui, j'adore le blues, ouais. Je chante du blues depuis que j'ai 20 ans, ouais. Parce qu'avant, en fait, avant d'être auteur-compositeur, je suis surtout musicien de scène, en fait. Hein. Ouais. Ça fait pas très longtemps, en fait, que j'ai la prétention de vouloir jouer mes chansons sur scène. Ça fait pas très longtemps, parce que j'avais pas vraiment le temps. Pas non plus, assez de chansons, peut-être, ou moi, quelque chose qui me plaisait vraiment. C'était peut-être pas le moment. Voilà, c'était peut-être pas le moment. Et en fait, j'ai d'abord, j'ai une expérience de musicien, blues, mais après j'ai ouvert aussi de pop, rock, jazz un peu, pas trop quand même. Voilà, un peu toutes les musiques qui sont sympas à écouter, à danser, etc. D'accord. Donc là, tu es en train de...
On va descendre tout à l'heure sur notre scène. On va te montrer notre belle petite scène de Love Sisters. Tu vas nous interpréter 2 titres, 2 compos, parce que c'est notre rubrique. Ma rubrique, c'est la rubrique de compositeur. Excusez-moi, madame. Et moi, j'adore. Et donc, ces 2 morceaux que tu vas nous interpréter seront sur ton prochain album. Est-ce que tu es en train de préparer un album? Oui, je pense que j'ai la matière pour faire un album et j'ai des pistes pour le réaliser. Et il faut plusieurs pistes pour enregistrer un album parce que sinon c'est dur. Donc, je vais tout faire sur la même piste. Tu as le matériel chez toi? Tu as le matériel chez toi? Pardon? Tu as le matériel chez toi? J'ai déjà un petit peu de matériel chez moi, mais je ne vais pas le faire chez moi. Je veux le faire avec s'il ne l'avait pas, il faudrait qu'il se débrouille. Chez moi, je peux faire des petites maquettes comme ça, mais bon, c'est pas. Non, faire un album, j'aimerais bien faire quelque chose de très bien, de travailler avec des professionnels. Oui, il faut avoir du matériel. Voilà. Et donc, du coup, j'ai des pistes là. J'espère que ça va se concrétiser en 2019. Ce serait génial, quoi. Ouais. Bah oui, c'est intéressant ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le cinéma finalement ça le branche, le cinéma. Mais quel style quel style exactement qui te branche? Les années 30. Les années 30, oui, non, mais... Les films muets, les films noir et blanc. Les films en noir et blanc, certains films muets, oui, j'aime bien aussi. Oui, non, mais c'est vrai que, en fait, quand j'avais 20 ans, je me suis trouvé une affinité un peu bizarre avec ces personnages des années 30. Un peu désenchantés, un peu... toute cette poésie, un petit peu, de Jacques Prévert, pas Michel Audiard. Michel Audiard, c'est autre chose, c'est plus tard. Henri Janson, enfin bref. Et j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ce cinéma-là. Et après, j'aime beaucoup le cinéma américain, j'aime différents types de cinéma. Je dois dire que le cinéma français contemporain, il y a peu de choses qui me plaisent. Ils ont moins les moyens que les Américains. Les années 70, cinéma français, j'adore. Le cinéma italien, en ce moment, je mange pas mal de comédies italiennes. Avec Nino Manfredi, tout ça, là, ça c'est vraiment génial. Voilà, on pourra parler des heures. J'adore les westerns, j'aime bien aussi les films asiatiques. Les films coréens, c'est les films coréens. Plein de choses comme ça. Voilà, passionné de cinéma. Ouais. En tout cas, on en reparlera peut-être. Parce que sinon, Sophie, elle n'aura plus rien à dire. Non, t'inquiète pas, Sophie, elle aura quelque chose à dire. Elle va passer 1 heure ou 2 heures avec lui. Elle va aller boire un petit café. Ou manger, on ne sait jamais avec elle. La réputation. Oh là là, attention, c'est super professionnel ce qu'elle fait. Elle les voit, elle passe 2-3 heures avec. Moi, je trouve ça professionnel. C'est comme tu passes 2-3 heures avec tes invités avant d'arriver ici? Non, une demi-heure. Une demi-heure. Je dois passer 3 heures. En fait, elle nous le dit pas, mais elle se fait son petit marché. Elle D'accord. Moi, ça reste toujours du spontané en fait. Des fois, je l'ai jamais vu. Je ne sais pas qui c'est. Tu vois, je découvre avec les auditeurs, les spectateurs, les auditrices. En tout cas, trêve de plaisanterie. On va t'écouter chanter. On va descendre, tout pour t'écouter. On va descendre et puis tu vas nous interpréter tes 2 compos. Avec que des filles ici, Allez, on y va. Allez, à tout de suite. Nous voici sur le plateau de la scène live Love Sisters et je suis accompagnée de Maxime et de Pierre. Donc Maxime à la guitare, Pierre au caron et ils vont nous interpréter 2 titres. Le premier, c'est L'amour à Berlin et le deuxième, Dur de se quitter à ce point-là. C'est à vous. Yeah. Merci beaucoup. Je sais pas s'il prend le train, l'avion, la caisse, et c'est demain qu'il doit partir voir son béguin. En plein soleil, il fume
fume un joint. Il a laissé ses pinces aux ses copains, ses décors dans l'atelier d'Arlequin. Jimmy s'en va faire l'amour à Berlin. Ba-da-pa-pa-pa, ba-da-pa-pa. Ba-da-pa-pa, ba-da-pa-pa. En 3 jours il fera des plats de kérosène, Bodrum, Paris, Berlin. Au fond des poches, ces 2 petits points, du rock'n'roll sur son chemin. Walk on the wild side européen. Jimmy va comme un bohémien. Jimmy s'en va faire l'amour à Berlin. Ba-da-pa-pa, ba-da-pa-pa. Papaya, papaya. Avec de l'amour sur les mains, il partira au petit matin. Il croquera un morceau de pain, aimera le vent dans ses cheveux indiens. Dans les nuages, il se sent bien. Fermant les yeux, il se souvient. Jimmy avait l'amour à Berlin. Ba-da-pa-pa, ba-da-pa-pa. Ba-da-pa-pa. Merci beaucoup. Merci. Toujours le dernier à rentrer des soirées, à l'affût d'un coup extravagant au sein de ma bande. J'entretenais ma légende, j'amusais la galerie, heureux et insoumis. Et puis je t'ai rencontré, je croyais que c'était de l'amour. Quand tu as voulu changer ce que j'étais depuis toujours, aussi dur, dur, dur de se quitter à ce point-là. Aussi dur, 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 les amis je ferai plus jamais ça. Aussi dur, dur, dur de se quitter à ce point-là. Oh c'est sûr, 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 l'amour ça rend gaga. Ton ami DJ Morito plage privée, il aimait son miroir sur Tinder plein de rencarts, où l'autre plus
rock'n'roll, il voulait pas que t'embrasser. Amoureux de ses paroles, Mélenchon et le Che, ce révolutionnaire, sponsorisé par papa, faisait des comptes d'apothicaire pour l'addition en fin de repas. Oh, c'est dur, dur, dur de se quitter à ce point-là. Oh, c'est dur, dur, dur. Les amis, je ferai plus jamais ça. Oh, c'est dur, dur, dur de se quitter à ce point-là. Oh, c'est sûr, sûr, sûr. L'amour, ça rend gaga. Les repas chez ta mère, c'était de la vraie boucherie. Mon lot hebdomadaire de racisme et de conneries. Pendant qu'elle racontait ses exploits aux impôts, ton beau-père qui bavait sur le bas de ton dos. Il y avait plus d'humanité dans leur pauvre petit chien. Tu es un salaud de l'avoir laissé avec mourir de chagrin. Oh, c'est dur, dur, dur de se quitter à ce point-là. Oh, c'est dur, dur, dur. Les amis, je ferai plus jamais ça. Oh, c'est dur, dur, dur de se quitter à ce point-là. Oh, c'est sûr, sûr, sûr. L'amour, ça rend gaga. Merci les amis, merci beaucoup, merci Pierre, merci à vous, merci. Après avoir écouté Maxime Cornette, on vient de se quitter, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'était la chanson. Bien. Vous avez aimé? Ouais, c'était chouette, c'était super, mais on ne se quitte pas parce que nous sommes à la 2e émission. Et Sophia, qui est là présente à côté partie, de nous, la qui a mûri, partie, qui a mûri, qui a grandi, et qui grandit chaque fois. Donc on a un petit peu peur. Il faut faire attention au loup, hein. Elle va nous prendre notre place. Non. Sophia, alors ton invité, c'est... Alors, c'est Jean-François Montaigne. Enchanté. Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Là. Bonjour. Je suis heureux et content d'être avec vous. Voilà. Bah, nous aussi. Donc, monsieur, moi, je peux dire Jean-François. Mais oui. Donc, Jean-François, vous êtes un ancien boucher, de père en fils même. Non, pas de père en fils, non, mais... Non. Raté. Bien renseigné, hein, Sophia. Non, mais... Je croyais que tu passais 20 minutes. J'ai commencé le métier de boucher à l'âge de 14 ans. Ah oui. Et j'ai travaillé pendant longtemps chez des patrons. Et puis, dans les années 76, je me suis mis à mon compte. C'est-à-dire, je faisais des tournées dans les villages avec mon camion, dont je venais même jusqu'à Vandar, qui est pas loin d'ici. Mm-hmm. Et j'avais une bonne clientèle. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui, j'avais une bonne clientèle et ça a duré 35 ans. Et là, ça fait 9 ans depuis Noël que je suis un nouveau retraité. D'accord. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre passion. Donc, vous écrivez des livres sur Lunel. J'écris des livres sur Lunel parce que je suis vraiment un vrai Lunellois. C'est-à-dire, plus que Lunellois, je suis un pescalune. Ah oui. Pescalune. Un pescalune, c'est quelqu'un qui est né à Lunel. Et depuis 11 générations. Ah, ma famille, depuis 11 générations, on est sur Lunel. Donc, vous êtes passionné de Lunel, c'est ça? Lunel, alors, Lunel, je vois que Lunel. Hein. Bon, j'aime Paris, j'aime toutes les villes, mais Lunel, c'est la ville qui m'a fait grandir, où je suis... Et vous êtes connu comme le loup blanc à Lunel. À Lunel, tout le monde me connaît. Voilà. Hein. Ou on m'appelle l'historien, ou l'écrivain, ou le pescalune. Ça me fait plaisir. Voilà. Le pescalune. Pescalune qui veut dire? Alors, le pescalune, c'est les gens de Lunel. Oui. On les appelle les pescalunes parce qu'il y a une légende qui dit qu'il
il y avait un pêcheur de lune à l'époque qui avait sa canne à pêche et au bout de la ligne, il avait un panier troué et dans le reflet de l'eau, il y avait la lune. Et les gens disaient qu'ils pêchaient la lune. Oui, voilà, c'est ça. Donc, après, il y a eu d'autres histoires sur le pêcheur de lune, mais celle-là, elle est vraiment fabuleuse. J'adore. D'accord. Et les gens de Lunel, c'est les Lunellois, tout simplement. Les gens de Lunel qui sont pas nés à Lunel, ce sont des Lunellois. Bon, ils sont comme tous les autres. On les aime autant, les Lunellois, que les Pescalunes. Mais les Pescalunes, c'est un petit plus. Voilà. Et donc, vous avez sorti votre premier livre, le tome 1, en 2014 ? 2014, j'ai sorti le premier livre, qui a très, très bien marché. Et puis, j'ai sorti un second, c'est en 2016. Oui. Et là, je suis en train, en ce moment, d'écrire le troisième. Voilà, et sur Lunel. Sur Lunel, toujours pareil. Parce que ah ben oui. Lunel, c'est le pays des beaux gosses, c'est le pays... Il y en a des choses à dire alors sur Lunel. Sur Lunel, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que aller à Lunel alors. Hein. Lunel, c'est toute une histoire. Lunel, c'est le pays des taureaux, des traditions. Voilà. Est-ce qu'on pourrait déjà, juste pour ceux qui ne connaissent pas Lunel, parce que nous, on est de la région, on est des Montpellierins, donc on dit Lunel tout de suite, on situe, mais pas tout le monde sur les Lunel, c'est pas difficile. Ne savent pas, la ville oui, de mais Lunel. c'est pas difficile. Oui, parce que vous êtes Pescalunes. D'abord, l'emplacement de la ville de Lunel se situe entre Nîmes et Montpellier. Voilà, déjà. Voilà. On est à 10 minutes, un quart d'heure de la Grande Motte. D'accord. Et de l'autre côté, nous partons sur Alès. Donc, je veux dire, on est bien situé. Donc, Lunel, c'est le Gard ou c'est l'Hérault c'est l'Hérault. C'est l'Hérault. Attention, quand vous sortez de Lunel, vous prenez la route nationale, la 113, direction Nîmes. Et dès que vous êtes sorti de Lunel, on traverse une rivière qui s'appelle le Vidourle. Oui. Et là, dès que vous avez passé le Vidourle, vous êtes dans le Gard. Donc, on est limitrophes. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, ce que vous écrivez, c'est pas des romans, c'est plutôt des photos que vous allez chercher un petit peu partout, que vous commentez. Il y a beaucoup de photos et de cartes postales anciennes. Et après, moi, j'écris des légendes dessous. Il y a beaucoup. Le plus difficile pour moi dans mon travail d'écrivain, c'est de retrouver le nom des personnes qui se trouvent sur les photos. Ah oui. Il y a longtemps qu'ils sont décédés. Mais j'arrive quand même à reconnaître pas mal de gens. Et puis, je fais mes enquêtes dans Lunel. Je fais une photocopie, je vais voir les personnes âgées. Je leur dis qui c'est celui-là, qui c'est celui-là. Bon, après, quand les livres sont sortis, toujours, quelqu'un me dit, mais il y avait ma grand-mère dessus. Mais j'ai dit, je ne peux pas faire le tour de Lunel pour faire voir mes photos avant de les éditer. Voilà. Non, mais sinon, c'est super. Voilà. C'est quand même beaucoup de travail. Hein. C'est un boulot monstre. C'est un vrai boulot d'historien. Pour écrire un livre sur Lunel, il faut compter plus d'un an. Il y a un an de travail. Comment on peut... Ça dépend à l'allure à laquelle on écrit quand même. Non, c'est pas la question c'est les recherches. Les recherches de photos. Il faut avoir surtout les photos et les éléments. Moi, j'ai écrit déjà 2 livres et il y a beaucoup de pages dedans. Et à chaque page, pour illustrer, une en ou fait, deux chaque fois, photos. il faut... D'accord. Et c'est un travail d'historien. Avant d'écrire mon premier livre, j'ai écrit un livre. Enfin, j'ai aidé quelqu'un à écrire un livre sur Lunel. Et je lui ai prêté pas mal de photos que maintenant je regrette parce que je les aurais pour mon 3e livre. Pourquoi tu ne les as pas rendues? Non, il me les a rendues, mais je ne veux pas remettre les mêmes photos qui ont déjà été éditées sur un livre. Moi, toutes mes photos que je mets, c'est jamais les mêmes. Il faut écrire sur Montpellier après, si vous êtes d'accord. Le bon cœur. À part ça, vous aviez un petit passage, un poème que vous avez écrit. J'ai un petit poème que j'ai écrit et même il y a une chanteuse. Mince, vous avez le fil dans votre lunette. C'est pas grave. On va y arriver. C'est de l'autre côté. C'est bon. Oui. On va y arriver. C'est free. Alors j'ai écrit un petit poème sur Lunel, la ville que j'aime. Parlez bien devant le micro. Lunel, ville où je suis né, ville où je m'éteindrai, lieu de mes amours et de mes amitiés, Lunel, toi qui m'as tant donné, de tes garrigues à tes marais. Sous ton soleil et ta gaieté, ton parc et tes rues m'ont toujours attiré. Tes arènes et ton plateau, avec le souvenir de la foire et de ses manèges, dans ma mémoire resteront gravés. Tes écoles et les cris d'enfants le jour de la rentrée, ton stade et ton Gallia que j'ai toujours aimé, ta placette et ces 2 marronniers sous lesquels, sur un banc,
Les gens prenaient le frais à l'ombre du soleil d'une journée d'été. Le son lointain de l'accordéoniste qui, tous les dimanches, jouait sa musique sous le porche des Caladons, tandis que les gens se rendaient à la messe pour prier. Voilà. Bravo. Donc, ce poème, j'ai une dame à Lunel qui a fait une chanson. Et la chanson, vous allez sur YouTube, vous tapez Jean-François Mentaigne, et vous allez retrouver la chanson. Avec une belle musique dedans et tout, c'est vraiment super ce qu'elle a fait. D'accord. Voilà. Donc J'aurais aimé la faire chanter par Myriam, mais ça s'est fait autrement. Voilà. Oui. Donc nous allons voir tout à l'heure les couvertures de vos livres. Oui. Hein. Où est-ce qu'on peut se les procurer si on veut les acheter? Le tome 1 n'existe plus. C'est-à-dire ils n'ont pas réédité parce qu'il s'est tellement bien vendu. Mais il peut être mis en téléchargement, non? Je pense qu'on doit l'avoir en téléchargement. Et Lunel tome 2, on peut les retrouver encore sur Lunel, Intermarché. Il faut aller à Lunel, les en tout portes cas. de la mer, à Lunel. Il n'est pas vendu sur mon pays. J'en ai vu même dans les grandes surfaces. Vous n'avez pas compris, il veut vous faire venir à Lunel. Sur Montpellier. Quand même, voilà. Si vous les trouvez à demander, voilà. Et on a parlé de toi aussi dans les journaux, tout ça. Donc voilà. C'est-à-dire... Je te coupe. À Lunel, je m'occupe de beaucoup de choses. C'est-à-dire, je m'occupe de beaucoup d'associations. Vous avez entraîné les joueurs de foot également? Non, je n'entraînais pas. Je suis dirigeant. D'accord. C'est-à-dire, je m'occupe quand même de l'équipe du Gallia Club de Lunel. Oui. dont il y a, depuis 1984, je fais partie du Gallia Club de Lunel. C'est-à-dire, j'ai eu des gamins qui avaient l'âge de mon fils, qui avaient 6 ans, qui étaient en poussin, et maintenant, ils sont vétérans presque. Donc, alors, je m'occupe toujours du Gallia, et nous sommes, alors je vais vous le dire là, nous sommes allés jouer à Castres samedi dernier. Donc, Castres, c'est pas la porte à côté, mais on a pris un car, on est parti tranquille, et il nous manquait 6 joueurs. On a pris des petits jeunes de 17 ans dans l'équipe première, c'est-à-dire c'était beau pour eux. Et nous sommes arrivés à gagner, et donc on va jouer les 8e de finale d'une coupe. C'est la coupe de... Comment c'est que j'appelle ça? La Coupe du Monde. Non. Comment on appelle maintenant? La régionale? L'Occitanie. Voilà. De région. Excusez-moi, je n'arrivais pas à le retrouver. C'est la Coupe d'Occitanie, donc on va se retrouver que 8 équipes maintenant, et c'est bien pour le club. Voilà. Félicitations. Je souhaite qu'on aille loin, et c'est pas mal. Bon, après, je m'occupe aussi des lotos, les lotos de famille, vous voyez. Alors, je nomme au loto. Ah oui, oui. Alors, les gens adorent quand je nomme parce que j'ai toujours des petites anecdotes rigolotes. Voilà. Alors, j'ai fait à l'ancienne. Ça veut dire quoi, je nomme au loto? Je nomme, c'est-à-dire c'est moi qui sors les numéros, Je nomme. Et au lieu de dire le 13, il va dire par exemple. Et je mais sors le numéros. jeune homme. Ça s'appelle le Ah, nombre. d'accord. C'est pas la même. Je sors les numéros. C'est vous il y a qui 90 numéros. D'accord, c'est Oui, vous qui c'est moi dites les numéros. qui tire du sac. Je tire du sac. Et c'est pour ça qu'on vous avait dit je nomme. Moi, Allez, je cherchais, j'ai dit il est où, vous il est avez où le envie jeune de homme? le jeune homme, il est là, il est devant vous. Mais après, je nomme autrement. Voilà, alors je m'occupe un peu de tout. Voilà, les personnes âgées. Je fais le loto pour le cancer, je fais le loto pour le téléthon, partout, pour les écoles, on m'appelle, je suis disponible et je fais ça bénévolement. Voilà. Ah, c'est donc ça. vous avez un grand cœur. Super. Bah, merci beaucoup, pas Jean-François. Écoutez, moi je me régale, mais une fois que je démarre, après on m'arrête. Pour le mot de la fin, quand même, on va parler un peu de toi, mais ton leitmotiv, c'est quand même ton épouse. Ah oui, mon épouse. Ça, dans 2 ans, ça fera 50 ans qu'on est mariés. Voilà. Et en même temps, elle est toujours à tes côtés. Elle me suit tout le temps. Elle te suit. Il n'y a pas moyen que je la trompe, elle est tout le temps avec moi. De toute façon, il est un peu tard. Il est un peu tard pour la tromper. Vous voulez que je vous il est un raconte peu une tard. petite histoire quand j'ai rencontré ma femme pour la première fois. Sophia le sait parce que j'ai raconté l'autre jour. Alors, j'arrivais de faire mon service militaire, j'étais à Tarbes dans les parachutistes, et quand j'ai été libéré, un peu avant la fête de Lunel, c'était au mois de juin, il y avait sur le plateau à Lunel le podium de Radio Monte Carlo avec Jean-Pierre Foucault. Ça date, hein, Donc, c'est pas d'aujourd'hui, il y a quelques années. Et je me promenais, j'avais 2 copines, bien sûr, j'en prenais 2, je n'en avais pas qu'une.
Une pour chaque main. Une pour chaque main, ouais. Une pour chaque bras plutôt. Et après, j'ai aperçu cette jolie fille qui arrivait, qui était toute jeunette. Et je dis à mes copines, vous voyez cette fille qui arrive là-bas, je ne la connais pas, mais je vous annonce que c'est ma future épouse. Et on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais vus. Et moi, comme tous les garçons de l'époque, comme on dit chez nous, je l'ai baratiné. Et je suis sorti avec elle, et depuis je suis avec elle. Et ils se tiennent toujours la main, hein, je le précise, dans tous les endroits, ils se tiennent toujours la main. Par contre, j'ai tourné dans un clip avec ma femme, un clip que Myriam a réalisé. Et Myriam, comment c'était le clip, le nom? Alors, c'était pas un clip, hein, c'était... Grandir. Voilà. Et donc, c'était quelque chose de magnifique et de très beau parce que vous étiez tous les deux très amoureux à la fin. Vous n'avez pas été trop loin quand même parce que je sais que on a coupé avant. Mes chansons sont un peu espèces, mais celle-ci, c'était pas une chanson, c'était une sorte de petit court-métrage sur la vie. Et je te remercie d'avoir participé ainsi que ta chère épouse que j'aime beaucoup et dont j'admire l'admiration qu'elle a pour toi. J'ai dit 2 fois le mot admiration, on ne peut pas dire des doublons, mais je trouve que c'est très beau parce qu'on voudrait toutes avoir ce genre d'amour éternel. éternel. Depuis longtemps. Et c'est une chose magnifique. Voilà, et je suis fière de vous. Et je sais que vous êtes toujours présent quand j'ai besoin. Moi c'est pas parce qu'elle a Myriam, mais Myriam est... Comment vous l'appelez? Myriam, moi je l'appelle toujours Myriam. Myriam, j'entends Myriam. C'est joli. Et Stéphane Lelouch, bien sûr, il y a longtemps que je les connais. J'ai rencontré Stéphane à ses débuts quand il est venu chanter à Lunel. Et depuis, ma foi, on est amis. On a été reçus chez eux plusieurs fois. Voilà. Donc, on s'est aimé. Est-ce qu'on s'est aimé les personnes qui sont intéressantes et qui méritent d'être aimées? Et avant l'émission, j'ai rencontré Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Il y a quelques temps que je ne l'avais pas vu. J'ai pas pu aller à son dernier gala qu'il a fait à Montpellier. À Cigale. Non. À l'Opéra. Puisque comme je suis pris avec le foot, je ne pouvais pas être au foot et à... On ne peut pas être au foot. Voilà. Tu étais au casino. Voilà. Elle est pas mal, Sophie. Tout ce que j'avais à vous dire, puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Tu étais au casino. On ne peut pas être au foot et au moulin, c'est ça? Fabienne Thibault. Alors là, j'avais fait beaucoup de bêtises. Hein. Ah oui. Bah oui. Donc, en même Mais temps... je trouve, Myriam, que tu as changé parce que je trouve que tu rigoles pas assez. Mais quel affront! Tu rigoles pas assez, Myriam. Mais si, je rigole de trop. Elle n'était pas là à la première émission. Elle aime rire, elle a la bonne humeur. Et c'est bien pour elle, je l'adore. Mais nous aussi. Moi aussi, je t'adore et j'adore ton talent. Je trouve que vraiment, c'est un grand courage parce que ce n'est pas que de l'écriture, c'est vraiment un travail très dur avec les recherches et tout qui sont limite, comment on appelle l'arbre généalogique, hein, même au-delà de l'arbre généalogique. Donc, je trouve que vraiment, Jean-François est vraiment un homme vraiment courageux et qui aime ce qu'il fait. Et je pense que sans ça, il n'aurait pas aimé peut-être ne pas avoir cette passion, rester comme ça, promenade et tout. Il a besoin de ça pour vivre. Oui, et tu sais, je vais te dire une chose pour la fin. La passion que j'ai pour vivre, parce que j'ai été quand même bien malade, je peux le dire maintenant, c'est ce qui m'a surmonté et j'adore la vie. Voilà, je la croque à pleines dents. Ben, bravo. Ouais, bravo. On peut qu'applaudir, vraiment. Bravo. Vraiment. Merci bien. Merci Jean-François d'avoir accepté mon invitation. Maintenant, nous allons passer avec un peu de... Bon, je sais que ça va bien se passer. Le coup de gueule, j'aime pas du tout ce mot. Je vais essayer de trouver en écriture comment on peut le nommer. Mais je voudrais parler des SDF, peut-être avec vous toutes.
mes copines. Et avec aussi Jean-François aussi. Et Jean-François. D'accord. Et je voudrais parler des SDF parce que c'est vraiment lamentable. C'est sûr. Et c'est vraiment triste ce qui arrive et tous ces morts on peut pas nous demander on peut pas nous demander de dire que c'est rien, que ceci, cela, que c'est la vie, que ceci. Je trouve que ça augmente. Alors je voudrais bien que vous participiez un petit peu. Le nombre d'SDF enfants, comme mères de famille ou femmes, ou via étrangers aussi, parce que s'ils sont à la rue, eux sont pas acceptés par le gouvernement. Et donc, ils sont à la rue et personne ne les aide non plus. Et c'est inadmissible. Les images sont insoutenables. Et je trouve que les médias n'en parlent pas beaucoup. Parce que ça les dérange. Ils ont toujours des beaux sujets qui les intéressent. Et en veux-tu et en voilà. Donc, qui peut poser des questions? Parce que moi, je peux parler du monde SDF que je connais. Moi, je vais te poser une question, Myriam, pour juste aller directement dans le sujet. Donc, Myriam, tu as vécu dans la rue. J'ai vécu dans la rue. Les gens ne le savent pas. Non. Voilà, parce que tu n'en parles pas. Tu es quelqu'un d'assez humble pour pas en parler. Non, j'ai vécu dans la rue très petite. Très jeune. Très jeune. J'avais 13 ans. Ah ouais. Et j'ai fui un beau-père qui me frappait. Au-delà de cette violence, il y avait autre chose. Et qui me frappait. Et un beau jour, j'étais toute petite. Il m'a fracassée par terre. J'ai eu un œil au Bernard, des côtes cassées. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est comme un dédoublage. Et j'ai décidé de partir en pleine nuit. Et j'ai eu peur quand j'ai vu dehors les étoiles, le noir. J'ai eu peur. Et je suis rentrée à nouveau me coucher. Mais je ne me suis pas levée pour manger parce que j'avais très mal aux côtes. Et personne ne s'est soucié de moi parce que c'était ainsi. Et je me suis habillée, j'ai pris le peu de vêtements que j'avais dans un sac en plastique. Ah, mais tu avais déjà, en fait, mûri le truc quand J'avais même. mûri Ça fait un petit moment que tu je pouvais plus parce que c'était du matin au soir. Et si c'était pas mon beau-père, c'était mes frères et sœurs aînés. Et j'étais le souffre-douleur de tout le monde. Et c'était plus possible. On me coupait les cheveux, on me lançait une paire de ciseaux. Des fois, j'ai même eu le ventre. J'ai été plantée. Et tu arrives à en rire. Oui, j'arrive à en rire parce que j'ai tellement grandi à la suite de ça. Et donc, je suis partie en stop. Mais toujours en dédoublement. Parce Je voulais qu'on parle de ça justement parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se projettent pas. Quand ils voient un SDF, ils se disent « Ouais, ben lui, il l'a voulu ». Ouais, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui se projettent pas. Du jour au lendemain, on peut se retrouver dehors il y a des gens sans emploi, sans rien. Mais il y a des gens qui sont dans les souffrances mentales, mais il y a des gens qui sont dans d'autres souffrances qui n'ont rien à voir dans le travail, qui font des dépressions nerveuses et qui s'en rendent pas compte ou qui n'ont pas assez de support dans leur vie. Exactement. Et qui fuient la réalité. Parce qu'il faut savoir que 80% des jeunes, en tout cas, qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils fuient la réalité complètement. Ils fuient la réalité. Et donc, j'ai commencé... Bon, je suis partie en stop, parce que c'était en Bretagne. Et, comment dire... je suis tombée sur un pervers pendant mon stop. Voilà, donc les enfants, avant de partir de chez vous, réfléchissez bien. Et ben voilà, réfléchissez bien. Vous allez aller. Et donc, ce type a pris un chemin. J'ai dit, mais c'est pas la route nationale. Et lui me dit, t'inquiète, je connais un raccourci. Et donc, moi, là, j'étais inquiète parce que je connaissais quand même, je connaissais le danger quand même. Hein. Et donc, je savais que là, j'étais en danger, il pleuvait dehors, etc. Et donc, le peu de sac en plastique avec... Je crois que j'avais piqué un rouge à lèvres à maman, mais maman, elle y était pour rien. Hein. Elle, c'était une femme soumise, battue, donc elle y était pour rien. Et je lui en veux pas du tout. Ma maman, je l'adore et elle est toujours avec moi. Et même si elle est partie, elle est toujours près de moi. Et j'ai compris qu'il allait m'arriver quelque chose de très grave. Et donc, j'ai ouvert la porte. Mais il avait ralenti, on était dans une sorte de change. J'arrive pas parce que quelquefois, ça va tellement vite que c'est comme un film en accéléré. Et je me suis mis à courir avec la pluie, avec tout ça. Et je suis tombée dans la boue. Et
il s'est mis sur moi et je ne sais pas, je me rappelle d'avoir vu ses yeux de fou. Et horrible, j'ai eu très peur parce que j'étais une enfant, donc je me suis mis à crier. Est-ce qu'il a réalisé qu'il allait me faire beaucoup de mal? Et finalement, il a arrêté, il a cessé. Mais on sait que la mort va arriver, hein, quand même. On le sait que la mort va arriver. Et il a arrêté et il m'a aidé à me relever. Et je suis montée dans la voiture, toute dégoulinante de boue, de crasse, les cheveux, les vêtements. Et il m'a ramenée à Paris. Il a encore tenté sa chance en me touchant les cuisses. Or, c'était que des os. Donc le pauvre, quand même, quelle honte. Même des os sont excitants. Il y a de quoi rigoler quand même. Et après, il va pour me dire au revoir. Et il baisse la vitre de sa voiture. Et il baisse et il me dit non, il baisse pas la voiture. Cet idiot ne baisse pas la vitre de sa voiture. Il ouvre sa voiture pour me dire au revoir, pour me serrer la main. Et moi, j'étais tellement choquée, énervée en une seconde. Et je ne sais même pas si j'ai réfléchi. J'ai claqué de toutes mes forces sur ses doigts à la portière. Bien fait pour sa gueule. Et ensuite, je me suis retrouvée dans Paris. Donc tout ça pour dire que tu en es arrivée comme ça. Le beau quartier, en plus dans un beau quartier. Et je me suis retrouvée dans Paris et toute seule. Et je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais sous les porches d'immeubles. Une journée, 2 jours, j'avais faim. À 13 ans, ça. À 13 ans. J'avais faim. Et je ne savais pas, j'étais assise sur un banc la journée et le soir, je dormais dans les cages de poubelles, etc. Et la chose qui me marque encore aujourd'hui le plus, ce sont les cafards. La saleté, en fait. J'avais terriblement peur, donc je m'endormais jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'épuisement total. Parce que j'avais peur qu'un cafard entre dans ma bouche, dans mon oreille ou autre. Et donc, j'étais dans l'épuisement total pour m'endormir. Et la journée, je regardais les gens et j'aurais voulu qu'on me parle. Mais on ne me parlait pas. C'était l'isolement et les pensées de mon petit cerveau, sans doute. À 13 ans, en plus. Oui, à 13 ans, quoi. Et je faisais peut-être 32 ou 35 kilos, tellement j'étais maigre. Et... Il y a des choses que j'ai... Parce que j'ai passé 2 ans dans la rue, hein, quand même, hein, en SDF. 2 ans. Et il y a des choses qui sont bizarres. Alors, on apprend vite, quand même. Donc, on apprend qu'il y a les bains populaires, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et donc, il fallait faire l'aumône pour essayer d'avoir un euro. À ce moment, c'était 1 franc, donc c'est moins qu'1 euro. Oui. Et donc, il fallait faire l'aumône parce que pour aller au bain populaire, on exigeait de donner 1 franc. Bah, comme pour les toilettes, voilà, pipi on pouvait se laver et on nous laissait c'était catholique et on avait le droit de rester 2-3 heures dans le bain avec un savon qui avait servi à une trentaine, une quarantaine de personnes. L'hygiène. Et donc, je ne sais plus, je me souviens plus. Je crois qu'on s'en fiche de toute façon. Donc, je me peignais, tout ça. Je mangeais pas, donc je maigrissais. J'avais pas de... C'était en plein hiver, j'avais pas de manteau. Mais je ne pleurais pas. C'est bizarre, je ne pleurais pas. Mais il était hors de question de retourner chez moi. Non, tu t'étais libérée en fait. Je m'étais libérée de ton emprise. Et ensuite... Elle rêvait avec les gens qui passaient autour. Et donc, je peux dire que je connais le milieu du SDF et je sais ce qu'il peut vivre et avoir envie de pleurer et avoir faim. Est-ce que je peux te poser une question ? Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas perdu ton identité ? J'avais tout perdu, mais il y avait des prédateurs aussi. J'avais tout c'est-à-dire perdu. Que dans la rue, en fait, tu es là, tu nous expliques que tu es au bout de ton épuisement et que tu regardes les gens passer avec un peu d'émerveillement finalement, parce que tu voudrais exister. J'ai regardé déjà les gens qui se donnaient la main, les gens qui étaient affectifs. Tu rêvais au travers des gens qui passaient. Je rêvais d'avoir un câlin surtout. J'avais envie qu'on me prenne dans les bras. Mais aujourd'hui, je n'en pleure pas et je n'en pleurais pas non plus. Et je vais simplement terminer parce qu'on va aller dans des petites histoires comme ça petit à petit. Et j'ai rencontré... il y avait une école de danse très connue à Paris, l'une des plus connues de Paris.
Et donc, c'était l'école Amadeo. Je ne sais pas si les gens en ont entendu parler. Et cet homme m'a remarqué. Et il a commencé à me donner un morceau de pain le matin. Et après, il m'a acheté un croissant. Et après, ceci, cela. Et après, quand il faisait très froid, il me disait de rentrer dans son école de danse. Et ensuite, à l'âge de 14 ans à peu près, je faisais du matin au soir la danse avec tous les profs pour avoir chaud jusqu'à la fermeture. Et j'étais sa chouchoute. Et c'est lui qui m'a fait faire ma première télévision. Wow. Donc cette histoire a fini très bien parce que n'ayant aucune culture, parce qu'à 13 ans, on ne peut pas avoir de culture, c'est pas possible. J'ai voulu, on ira doucement dans le circuit de ma vie, mais j'ai voulu rattraper le circuit de ma vie. Et je suis retournée, j'ai passé mon bac un peu plus tard que les autres, ça va de soi. Ensuite, je suis allée à la fac, à la fac de Montpellier, Paul Valéry. J'ai passé mon doc de psychologie. Et en même temps, voilà, quand je pense et quand je suis très en colère, quand je vois cette misère, que je vois le sourire de M. Macron, et je vais très correct, hein, avec ses dents à moitié jaunes, parce que ça, à moitié jaune, si on regarde dans les grands écrans, pourtant, il a les moyens de les faire blanchir. Hein. Et qu'il sourit quand je vois couper cette grande galette des rois et que je vois tous ces malheureux, ces petits tours qui sont en train de mourir de froid, les hommes avec leurs chiens en train de se chauffer et qu'ils ont tellement cet amour et fort et tout, je peux que le ressentir. Non, mais maintenant on comprend. Donc maintenant, c'est qu'un passage de ma vie. Voilà. En tout cas, voilà notre petit coup de gueule sur les SDF. Les SDF que je veux des gens, vraiment qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Et si on a la chance de réussir notre radio, parce qu'on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je pense qu'on devrait toutes, puisqu'on a eu un accord tout ensemble, je pense qu'on devrait mettre une petite cagnotte de côté, justement pour les personnes qui sont malheureuses, les animaux, etc., etc. Et on donne. Je ne veux pas être fidèle à une association, pour la bonne raison, c'est que il ne faut pas être fidèle, il faut donner pendant un an et changer d'association. Il y a beaucoup d'associations. C'est très important. Il y en a tellement. Et moi, j'ai deux filleuls dont je m'occupe dans un pays que je ne dirai pas et que je m'occupe. Maintenant, je regarde aussi les animaux, le mal qu'on leur fait. C'est pas possible. Donc, on va en finir là parce que pour moi, je n'ai aucune tristesse. Au contraire, parce que si je n'avais pas été SDF, je n'aurais pas été chorégraphe. Et j'ai été une très grande chorégraphe. Et en plus de ça, j'étais connue dans tout Paris avant mon accident de voiture. Donc, j'avais garde du corps, j'avais chauffeur, j'avais tout. Pour la petite de 13 ans dans la rue, c'est quand même pas mal. Et j'ai appris à me défendre, j'ai appris à savoir. Je crois que je suis devenue une fille de la jungle. C'est-à-dire que je sais maintenant... Tu sais vivre avec les autres et te protéger. Et me protéger. Et voilà, donc on ira à la suite après, parce qu'il y a de grandes suites. Terminer, après je te rends l'antenne définitivement. Je voudrais dire aux auditeurs, arrêtez d'imaginer ce que vous voyez. Essayez de vous renseigner pour connaître les autres. Voilà, exactement. Sophia, ton mot? Le dernier mot? Ben écoute... Elle est bouche bée. Exactement. Ton histoire, elle me touche vraiment. Et Marie en fait, t'es un phénix. Tu renais de tes cendres. Marie Nati? Ben, moi, je conclurai en disant que on ne connaît jamais vraiment bien une personne. En fait, tous les jours, on découvre, et de rester ouvert aux gens, de rester attentif à ce qui se passe autour de nous, parce que en fait, moi, je pense que rien n'est fait au hasard. Si on commence à vraiment écouter, regarder tout ce qui se passe, on peut avancer encore un peu plus vite. Jean-François? Mais tu m'as ému par ton histoire parce que je ne la connaissais pas. Oui. Mais vraiment, ça m'a touché parce qu'une petite gamine de 13 ans dans les rues avec le froid, la faim, vraiment, c'est touchant ton histoire. Mais je ne l'ai pas raconté pour toucher, je l'ai raconté. Non, mais c'est touchant, moi, ça m'a touché.
Et je vais vous dire une chose, c'est qu'en ce moment même, il y a beaucoup de gens qui couchent dans des voitures, qui n'ont pas d'abri. Quand je vois toutes les maisons qui sont vides, moi je vois à Lunel les maisons qui sont vides et partout, hein, et que les gens pourraient se chauffer, se coucher dedans, mais c'est pas normal qu'à notre époque, il y a des gens qui crèvent de faim et qui meurent de froid. Voilà. Mais et le gouvernement s'en fout complètement. Mais il s'en fout complètement. Hein, Macron, il pense qu'il au chaud. Ils feront pas d'argent dessus. Ah ben non, lui, il change sa vaisselle, lui. Il change sa vaisselle et la décoration. Et la décoration. Et toutes les dorures du Grand Palais. Hein. Et ma petite chérie Isabelle, ton fin mot. Moi aussi, tu m'as beaucoup touchée. Je connais ton histoire depuis peu de temps. Et je t'admire. Vraiment, tu as eu un parcours magnifique. Et je trouve que j'ai rien d'admirable. Et pourtant, tu sais juste pas que tu as des choses admirables. Et t'en as beaucoup. Si. Tu as eu beaucoup de courage parce que déjà, tu as réussi à te sortir de la rue et non seulement faire un parcours professionnel admirable derrière. Et se reconstruire. Et la rage de vaincre. La rage de vaincre et surtout te reconstruire. Il y a un cœur gros comme ça. Il y a un love. I love Nous allons maintenant rencontrer mon coup de cœur. Aujourd'hui, ce soir, tout à l'heure, elle nous attend. Elle est superbe. À tout à l'heure. Au revoir. Bye bye. Au revoir à tous. Bye. Au revoir. Hello, je m'appelle Myriam Bateau, je suis l'animatrice des Love. J'ai la joie de recevoir ce jour Manuela et Louis, qui est son manager. Manuela, tu as eu un parcours assez spécial, n'est-ce pas ? Oui, j'ai un parcours très enrichissant et je remercie tout le monde. Et tu as fait la rencontre avec Kenji Girac qui t'a remarqué. Et c'est grâce à ça que tu as été repérée sur un des festivals. Oui, j'ai été repérée grâce à Kenji Girac. Quand je suis arrivée là-bas, je savais pas vraiment ce qui allait se passer. On m'a dit que j'allais rencontrer Kenji, j'étais super contente. Du coup, je suis arrivée là-bas et moi, comme toujours, je suis allée là-bas et je lui ai chanté une chanson et ensuite, il m'a dit que je chantais bien. Du coup, j'étais très contente. Oui, de toute façon, tu es toujours pleine de joie, toi. Hein. Et en 2016, tu es devenue la gagnante de la 3e saison de The Voice Kids. C'était super bien, vraiment. Vraiment. Et toi, Louis, qui est son manager et son papa en même temps. Voilà, je précise, je suis plus papa que manager, mais manager, c'est parce que je l'accompagne. Tu es obligé de l'accompagner. C'est ça. Et j'essaie de la protéger au maximum. Voilà, c'est un enfant, elle adore chanter et après la victoire de The Voice, on a été un peu demandé un peu à droite à gauche et j'étais là pour canaliser et ne pas oublier que Manuela c'est un enfant qui est à l'école. Le chant c'est une passion. D'après ce que je connais de Manuela, elle est restée avec l'enfant et elle n'a pas pris la grosse tête. Ah non, pas du tout. Rien du tout, hein, n'est-ce pas Manuela? Pas du tout. Donc grâce à ça, tu as lancé ton premier single, Joba, avec une reprise des Gypsy Kings. Et donc, dis-moi un peu plus. Alors, j'ai lancé mon premier single, une reprise de Gypsy King, Joba, et c'était mon premier single vraiment que j'ai enregistré, tout ça à Paris, vraiment un truc assez professionnel. Donc, j'étais super contente et dans ces moments-là, on se dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste se donner à fond, profiter à fond et après on l'a lancé sur toutes les plateformes de téléchargement et j'étais vraiment heureuse. D'accord. Et aussi, pendant 2 années, 2007-2017, tu as participé à l'Energy Music Award. Oui, c'est ça. Dans l'année 2016-2017, j'ai pu... la première année, donc 2016, je suis allée accompagner mon coach de The Voice, Matt Pokora.
pour les Energy Music Awards où on a fait un petit sketch tous les deux, c'était vraiment super. Et en 2017, j'ai fait la promo des Générations Enfoirées Kids aux Energy Music Awards aussi. Alors, et aussi, tu as réalisé un clip sur Montpellier. Oui, c'est ça. Et donc, dis-moi un peu plus aussi encore. Sur Montpellier, déjà, pourquoi ? Parce que Montpellier, c'est ma ville, c'est là où tout a commencé. Et je suis très fière de pouvoir représenter cette ville. C'est vraiment un honneur. Donc, c'est pour ça que je l'ai tourné ici. Et c'est une reprise de Face. C'est un morceau de Stevie Wonder et Ariana Grande. Donc j'aime beaucoup Ariana Grande, c'est pour ça que je pense que je l'ai choisi. Et en fait, on a fait venir toute la famille, des danseurs. On a essayé de faire quelque chose vraiment qu'on s'amuse à fond et qu'on s'éclate. Et c'était réussi et je me suis vraiment éclatée. Et à chaque fois que je le réécoute, ça me fait penser à ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je te rencontre, tu restes toujours avec la joie de vivre. T'as pas pris la grosse tête, t'es normal. Disons qu'on essaye le plus possible de faire une vie normale et on dit que le chant c'est un peu plus un hobby que une passion que j'ai, mais avant l'école ils me disent souvent mes parents. Oui, c'est important le fait d'avoir une vie. On a deux vies. Manuela, j'ai tendance à dire qu'elle a deux vies. Elle a la vie à la maison et la vie d'artiste qu'elle peut avoir, où elle est adulée par des gens, où on fait des concerts où il y a des centaines de personnes ou des milliers de personnes qui viennent la voir. C'est très bien, mais on est là, nous en tant que parents, pour lui laisser les pieds sur terre et lui dire que ça, c'est que éphémère peut-être, que ça peut perdurer par le temps, mais qu'il faut qu'elle se concentre sur ses études, même si elle n'est qu'en primaire. Mais quand même, on apprécie le fait qu'elle puisse chanter et se développer musicalement à travers ses petits concerts et ses petits shows. Mais je pense qu'elle en a conscience quand même de tout ça. Hein. Oui, c'est toujours. Au début, c'est toujours dur de se dire. Maintenant, il va falloir que je prenne sur moi et que je me dise, on va faire deux choses à fond. Je vais réviser à fond l'école. Et en même temps, je vais faire de mon mieux pour la musique. Mais ensuite, j'ai commencé à comprendre que l'école, c'était super important et c'était plus important que la musique. Et que la musique, ça pouvait s'arrêter à tout moment. Mais l'école, voilà, si je réussis bien, ça serait pour tout le temps. Bon, enfin, il y a une chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est quand même que tu as été la gagnante des The Voice Kids. Ça, on ne peut pas l'ignorer quand même. Hein. Oui. Et tu parlais de la génération des enfoirés et des concerts en 2018. C'est ça. Et donc, tu as fait 2 ans, non ? 2 ans de Energy Music Awards. Voilà. C'était super. Et en plus de ça, tu as un réseau important de fans, 75 000 fans sur Facebook. Oui. Merci à tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et toi, Louise, dis-moi un petit peu, Louise Diaz, je pourrais dire, Louise Diaz. C'est ça. Dis-moi un petit peu quelles sont un peu, parce qu'obligatoirement, on a comme des ambitions, obligatoirement. Parce que la vie est faite d'ambition. Non, bien sûr. On a d'énormes projets qui sont en préparation. On a des choses qui vont se réaliser, je l'espère, qui vont se réaliser à grande ampleur, mais on essaie d'aller quand même doucement. Parce que c'est pas tout de vouloir faire un single, de vouloir faire un album, de vouloir se propulser devant de la scène. Nous, ce qu'on recherche, c'est musicalement pouvoir apporter quelque chose aux gens. Et c'est ce qu'on recherche avec Manuela. Elle écrit ses propres titres, elle. C'est elle qui compose, c'est elle qui écrit ses titres à son âge. Donc c'est déjà c'est surprenant qu'un enfant de 10 ans puisse accomplir et écrire des choses très prenantes. Oui. Donc l'ambition est telle qu'avec le temps, elle est que 10 ans, on sait que les choses se développent, on est sur des gros projets, il n'y a pas de souci, mais tranquillement et doucement. Tranquille. Mais de toute façon, elle est tranquille. Hein, de toute façon. Voilà, c'est ça, elle est tranquille. Elle est très tranquille, elle est posée, elle est mûre. Elle aime tout ce qui brille, elle aime les paillettes, elle aime tout.
Elle m'aime bien parce qu'elle sait que je suis bourrée de paillettes à la maison. Alors elle me fait un peu de charme pour venir à la maison et regarder tous les bijoux. C'est pas vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Donc nous allons voir tout à l'heure Manuela chanter, qui va nous chanter 2 chansons. C'est ça. À elle. Que j'ai composé. Alors une que ma famille elle m'a aidé un peu et une que j'ai complètement écrit moi toute seule et je suis trop fière et je suis contente. Voilà, et à savoir que c'est des titres qui sortent uniquement sur les réseaux sociaux. C'est rien que pour sa page fan, pour tous les réseaux sociaux, pour tous les gens qui la soutiennent constamment et ponctuellement tous les jours. 75 000 quand même personnes. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'on essaye on essaye de faire vraiment plaisir aux fans, notamment pour le clip Face dont vous avez parlé avant, avec Stevie Wonder, la reprise. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur pour les fans, pour ces personnes-là, parce que nous, médias, on aime bien la mettre en avant à la télé. Elle a fait Vendredi tout est permis, elle a fait Touche pas à mon poste, elle a fait énormément d'émissions de télé. Mais ce qu'on recherche, c'est l'enrichissement. Peut-être je me répète, mais c'est l'enrichissement et savoir que on garde les pieds sur terre, on sait d'où on vient et on sait où on veut aller aussi. De toute façon, c'est un petit phénomène. Voilà, c'est un petit phénomène sur scène. C'est sûr. Malgré tout, on ne peut que remercier quand même Kenji Girac, qui a remarqué Manuela, parce que c'est grâce à lui que tout a commencé. Et vous me l'avez dit avant l'interview que c'était presque votre parrain. Oui, exactement. Moi, je le considère un peu comme mon parrain parce que c'est lui qui m'a aidé qui m'a donné un peu confiance dans la musique, on va dire. De toute façon, t'en avais pas trop besoin, parce que la première fois qu'on t'a vu sur scène, je peux te dire que tu t'es ménagé. Et Louis, ton dernier mot, parce que de toute façon, après, Manuela va se montrer, donc elle va avoir l'apothéose de la vedette. Tu peux me dire un peu l'avenir dans l'année, par exemple, ou les 2 ans, par exemple, les 2 ans, parce que c'est court, 2 ans. Oui, alors on a de très gros projets. Je peux pas en dire vraiment beaucoup plus au jour d'aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des gros projets qu'on est en grosse préparation avec Manuela, qui va faire beaucoup de bruit. Mais pour l'instant, on reste sur la réserve. On reste sur la réserve. On veut pas trop en parler. Mais dès que ça va sortir, tout le monde le saura et tout le monde va l'entendre et ça va être super. Ah, ça va être génial. Mais en même temps, qu'est-ce que tu envisages là, dans l'immédiat, pour Manuela? Dans l'immédiat, ce que j'envisage, c'est qu'elle prenne du plaisir. Que ça soit professionnellement, parce que ça reste professionnel, la musique, qu'elle s'éclate, qu'elle prenne beaucoup de plaisir. Je veux pas lui mettre la pression en lui disant il faut sortir un single, un album, ou on va se fixer des objectifs. Non, c'est un enfant, et je la laisse choisir son rythme à elle-même, et de s'imposer son propre rythme. Mais en même temps, pour ces concerts, tu choisis ou c'est Manuela qui choisit? On en discute, on a une relation très fusionnelle, moi et Manuela, et ça fait que quand on a des concerts, des galas ou ce qui nous est proposé, on fait vraiment la part des choses de savoir si vraiment on a besoin de faire cette chanson avec le public qui est présent ce jour-là. Tout est décidé à 2. Tout est, que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour la musique, que ce soit... Tout est décidé à 2 et après elle fait le travail toute seule parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup la suivre. Oui, mais il faut dire aussi qu'ils m'ont beaucoup habituée. Au départ, je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. Ils m'ont beaucoup habituée, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont vraiment dit que même, qu'ils seraient toujours avec moi, toujours ils me guideraient. Et qui m'ont dit toujours qu'ils me suivraient de partout, si je voudrais être chanteuse, danseuse, tout ça. Donc, dans la vie, on te suivra de la partout. Liberté. Mais en même temps, je sais que tu as refusé quelques concerts qui ne t'intéressaient pas et que tu choisis. Oui, c'est ça. Concerts pour ta fille. Voilà, c'est ça. On ne cherche pas essentiellement à faire que des scènes ou que de la télé. On cherche vraiment à faire des choses qui puissent enrichir Manuela. Et on est ouvert à toute proposition, mais on fait la part des choses et on voit les choses venir et on fait ce que Manuela est intéressée de faire. Donc si quelqu'un est intéressé,
il y a son... Comment on peut te contacter Comment les gens peuvent te contacter sur la page Facebook de Manola, Instagram ou YouTube, vous me laissez un message et moi je réponds. C'est toi qui réponds, voilà. Oui, c'est moi qui gère et qui répond. Bien sûr, c'est ça. Je vous remercie. Nous allons voir Manuela sur scène tout à l'heure. Et je voulais vous dire que j'étais très heureuse et que ainsi que les Love Sisters. Bye bye. Comme ça, voilà, tu la continues. Comme ça, hey, bouleria, hey, supplima, hey, un rêve, lui, et voilà où j'en suis. Jamais je me voyais en train de faire des salles. Fais attention, je viens pour casser la baraque. Je prends mes clics et mes claques, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais Manuela, pourquoi tu me suis pas? Mais je passe pas ma vie sur Insta. Oui, sur Insta. Jamais je me voyais en train de faire des salades. Fais attention, je viens pour casser la baraque. Oh yeah. No, un rêve, une vie, et voilà où j'en suis. Jamais je me voyais en train de faire des salades. Fais attention, je viens pour casser la baraque. Je prends mes clics et mes claques, j'ai plus de tout dans mon sac. Merci. Danser, s'amuser, profiter, rigoler, chanter, s'ambiancer, s'éclater. Moi, je veux juste profiter. Moi, je veux juste ambiancer. Quand je me retrouve en soirée, j'ai le cœur déchaîné, j'ai l'envie d'exister et de vous rencontrer. Purchase your tracks today. Ey, bro, que ven que dice que no car, que ya no cabe un desfile, este se del aire. Pues si te gusta caminar en medio de gente, pero si tu deseo te defiendo yo. Dice que se llama Manuela, que tiene la fuerza en su alma. Mi diosa, mi Damián, de tú la peligrosa. Ey, que despacito caminaré una, dos, de una, dos, de una, dos, de una, dos, yeah. Chanter, s'amuser, profiter, rigoler, danser, s'ambiancer, s'éclater. Moi, je veux juste profiter. Moi, je veux juste ambiancer. Quand je me retrouve en soirée, j'ai le cœur déchaîné, j'ai l'envie d'exister et de vous rencontrer. Rencontrer. Purchase your tracks today. Ali, Ali, yo. Ali, Ali, yo. Ali, Ali, yo. C'est la yepo, Ali, Ali, yo. Ali, Ali, yo.
journée. Merci. Merci ma chérie. Merci à toi et au plaisir, franchement. Abonnez-vous au Love Sister. Au revoir.